l'exception islamique, au pacte de Netch, en passant par l'islam incertain, à la tragédie de l'islam moderne, l'histoire du wahhabisme, au dernier, l'invention des modernités en islam. L'Institut français de Tunisie a le plaisir d'accueillir ce soir l'islamologue et l'universitaire M. Hamad Erdissi, accompagné de M. Mohamed Karrou, sociologue, politologue, professeur des sciences politiques, pour nous présenter le dernier né, l'invention des modernités en islam, paru cette semaine chez Cérès Éditions. Et la maison d'édition assurera la vente tout à l'heure. Bonne écoute et bonne lecture. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est à la fois un plaisir et également un signe d'amitié, de reconnaissance, de fréquentation, donc de camaraderie, que de présenter ce soir Hamad Erdissi, de présenter son dernier livre qui s'appelle L'invention des modernités en islam. C'est le dernier de ses livres. Et si je ne me trompe pas, tu as commis jusqu'ici 8 livres individuels, à part les traductions. Je vais rapidement rappeler ces livres. Le premier s'intitule Les politiques en islam, le prophète, le roi et le savant, publié chez l'Harmattan en 1998. Le second, l'exception islamique, le fameux exception islamique qui a suscité tout un débat, chez Seuil en 2004 et puis réédité par Cérès en 2005. Comme le dernier est publié chez Cérès, il vient de sortir. Le troisième, c'est le Pacte de Neige, publié chez Seuil en 2007 également, pas chez Seuil également, mais en 2007, suivi de la tragédie de l'islam moderne en 2011, puis l'islam incertain en 2017 chez Cérès, et celui-ci, comme je l'ai dit, c'est également chez le même éditeur Cérès que nous tenons à remercier d'être fidèle à la fois ses lecteurs et ses auteurs. Bien, alors, pour présenter ce nouveau livre, j'ai convenu avec Hamad Erdissi de ne pas faire une présentation classique. Vous connaissez la présentation classique qui est d'usage, c'est quelqu'un qui présente le livre et après l'auteur parle en second lieu. On ne va pas faire ça. C'est vraiment une offense faite à l'auteur. Vous avez des présentations où le présentateur passe 1 heure à présenter l'auteur, puis cède la parole. Et donc c'est lui qui devient l'auteur, qui usurpe. Donc je ne vais pas usurper, je vais poser des questions et c'est Hamad Erdissi qui va parler. Et ça me permet aussi de ne pas trop travailler, vu que je suis un jeune retraité, comme lui. Bon, alors on va commencer. J'ai préparé une dizaine de questions qui obéissent à l'ordre des chapitres et des parties. Alors, juste un mot sur les parties, puisque vous n'avez pas tous le livre. C'est un livre qui est composé sur le mode classique d'une introduction et d'une conclusion. Il y a 3 parties. Les 3 parties de la philosophie, plus que du droit. La première partie s'appelle philosophie, justement. La seconde partie s'appelle politologie. Et la troisième partie, sociologie historique. Vous avez là les 3 entrées et qui également dénotent de l'orientation théorique de Erdissi. Il y a de la philosophie, de la politologie et de la sociologie historique. En gros, ce sont ces orientations théoriques. Et dans chaque partie, vous avez 3 ou 2 chapitres. Dans la philosophie, vous avez naissance de la modernité en islam, puis Mohamed Abd ou les limites du réformisme, puis 3e chapitre sur la tradition sacralisée. Et dans la politologie, vous avez des politiques en islam, à la politique en islam, des politiques en islam à la politique en islam, puis l'islam et l'âge séculier, la question de la sécularisation, et enfin la liberté de penser. Il prend le cas d'Abou Zaïd pour voir quelles sont les limites entre le blasphème et la liberté. Puis dans la sociologie historique, il fait une sociogenèse de la modernité, bien entendu en Occident et en islam, et il finit par Weber et le protestantisme et l'islam, n'est-ce pas? Et puis il conclut sur ce qu'il appelle la seule modernité,
qu'il y a une modernité. Alors, on va commencer ce dialogue et je lui pose la question la plus simple. Premièrement, qu'est-ce que tu entends par des modernités? Est-ce qu'il y a une modernité ou plusieurs modernités? Forcément plusieurs. Le problème de la modernité, c'est que le discours sur la modernité a été monopolisé par les philosophes avec une variante philosophie de l'esthétique, une variante philosophie théorique. La variante philosophie esthétique se réfère à Baudelaire qui avait dans la critique de Lacroix. Je dis forcément plusieurs modernités. Le problème de la modernité, c'est qu'il a pendant longtemps, le discours sur la modernité a été monopolisé par les philosophes avec deux variantes. Une variante esthétique, se référant au travail de Baudelaire, à la critique de Baudelaire, de Lacroix, quand il a défini la modernité comme ce qui est transitoire, fugitif et contingent par rapport à ce qui était classique et pratiquement éternel. Et variante philosophie théorique, où on a considéré que la modernité, c'est le fait d'être, et là, dans l'esthétique, la véritable définition de la modernité, c'est d'être de son temps. Quelqu'un de moderne, c'est quelqu'un qui est de son temps. Le problème de l'esthétique ou d'être de son temps, c'est qu'il y a un paradoxe. Vous êtes toujours de votre temps, mais le temps que votre temps est toujours fugitif, toujours passager. Le temps s'écoule et par conséquent, dès lors que vous parlez déjà, votre discours relève d'un passé, celui-là même, auquel le discours fait référence. Et donc, variante philosophie, on a pensé que la modernité, c'est tout simplement le fait que l'homme est devenu, à un certain moment de l'histoire, disons au XVIIIe siècle, 17-18, il y a bien sûr toujours des problèmes de périodisation. L'homme est devenu maître de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. La grande triade de la pensée philosophique. Seulement, la modernité n'est pas seulement philosophique. Elle est sociologique, auquel cas il y a un passage de la communauté à la société. Du fait d'appartenir à une société, à une communauté définie par le sentiment subjectif d'être dans une totalité à une société d'individus. Et tu as ici, bien sûr, les trois auteurs fondamentaux, René Dumont, n'est-ce pas, et Durkheim et Weber sur ça. Et puis économiquement, là, nous avons des économistes avec nous, c'est pas la même périodisation, c'est pas le même partage. Et du point de vue donc économique, ce n'est pas le même partage. En sciences sociales, chacune des spécialités a un partage historique et le contenu lui-même. Donc, forcément, plusieurs modernités et pas une seule. Voilà. Ok, c'est clair. Bon, s'il existe plusieurs modernités, l'idée de modernité multiple, comme dit Eisenstein, est-ce qu'il y a un seul islam ou plusieurs islams? Ça, c'est le même problème qui est posé par la modernité. Le problème de la modernité, parce que vous avez prévu une question sur la seule modernité, c'est que la modernité, bien qu'il y ait plusieurs significations, il y a quand même un noyau dur. N'est-ce pas? On peut essayer de le configurer en disant c'est à la fois être de son temps, c'est avoir un rapport critique à soi-même, à autrui et au monde. Pareil pour l'islam. Dès lors qu'on critique l'islam, il y a toujours quelqu'un qui vous dit de quel islam vous parlez. Mais si vous faites l'éloge de l'islam, il n'y a aucun personne ne vous dira tiens, tenez, ce n'est pas ça l'islam, n'est-ce pas? Alors là, il y a forcément plusieurs islams. L'islam religion, l'islam culture, l'islam économie, etc. Ce que moi je prends comme islam comme un lieu où des enjeux ont lieu. Je ne cherche pas à définir l'islam ni par la pluralité, ni par la singularité. Vous avez un auteur, un livre, que j'ai ramené d'ailleurs avec moi, parce qu'on le cite souvent, mais on n'en connaît pas le contenu, qui est le livre de Islam and Modernity. Quand vous le lisez, il ne définit même ni l'islam, ni la modernité, ni au singulier, ni au problème, ni au pluriel. Donc je ne veux pas être méchant en disant c'est de l'esbrouf. Il n'y a même pas de définition ni de l'islam au singulier, ni au pluriel, ni de modernité. Et la table des matières, elle est toute au singulier. Donc,
ce qui m'intéressait, c'est comment ces modernités, ces différentes modernités, ont été réceptionnées, ont été pensées, ont été critiquées, etc., à l'intérieur d'un champ qu'on appelle le champ islamique. Sinon, l'islam, pour moi, ce n'est pas c'est la culture islamique, la civilisation de l'islam. Ce que Weber appelle Weltreligion, une religion mondiale ou une ère culturelle, n'est-ce pas? Mais pas l'islam texte ou l'islam, un islam donné. Voilà. Ok. Alors, ma troisième question est la suivante, que tu abordes dans le livre. Entre islam et modernité, islam au singulier et modernité au pluriel, entre islam et modernité, est-ce qu'il existe des relations complémentaires ou bien contradictoires et inconciliables? Ça, c'est le problème de tous les ouvrages qui ont été écrits sur islam et modernité. Il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer, là je viens de je viens d'en citer un, ce qui pose la modernité comme extérieure à l'islam. Si on définit la modernité comme je viens d'indiquer, on est forcément de son temps. Seulement, on peut être de son temps, non dans un rapport critique à son présent, à ce que tu es, à autrui et au monde, mais tu es dans un rapport de passif ou de continuité ou de fatalité. Donc, les modernités ont agi en islam à partir, disons, du 19e siècle. Et là l'islam s'est réapproprié de la modernité. En gros, je ne vais pas faire l'histoire, puisque de toute façon elle est faite. Pour l'essentiel, il y a eu trois positions, ou trois postures, et qui travaillent l'islam à ce jour. Il y a une posture de refus total de ce qui vient de la modernité. Malheureusement pour nous, elle est venue de l'extérieur. Nous n'avons pas eu une modernité endogène qui fut produite par le travail de l'histoire interne. Il y a beaucoup qui essayent maintenant de dire « Attendez, non mais l'islam au XVIIe siècle, XVIe siècle, il y avait de relents de réformisme ou de modernité in potentia, mais le fait est là, elle nous est venue comme quelque chose de l'extérieur et comme un choc qui a été un choc, un trauma sans équivalent dans l'histoire de l'islam. Pour la première fois, l'islam est battu, pour la première par une civilisation qui ne soit pas barbare, mais qui soit civilisée. Et là, évidemment, c'est un choc terrible. Et il y a trois postures. La première posture, tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient de la modernité, tout ce qui est rupture par rapport à la tradition, nous le refusons. La deuxième posture, c'était celle, nous sommes des occidentaux, et là, c'est la position occidentalisée. Si vous voyez des généalogies, vous les trouvez du 19e siècle à ce jour, avec des figures différentes, mais la généalogie, vous pouvez la reconstituer. Et puis, la troisième réponse qui a prévalu, c'est la même qui nous fait, nous tous, c'est que nous voulons être à la fois modernes, c'est-à-dire de notre temps, en rapport de conscience critique par rapport à nous-mêmes, à autrui et au monde, mais en même temps, nous voulons ne pas perdre la tradition qui nous a préformés et comme Holderlin l'a défini, comme cette conversation qui nous constitue. Das Gespräch, das Werden. Nous sommes dans une tradition de la conversation, de la tradition de la discussion avec les anciens qui nous ont devancés et pour lesquels nous avons de la nostalgie. N'est-ce pas? Et ça, c'est l'approche qui est dominée. Vous trouvez rarement des gens totalement occidentalisés, ni totalement qui refusent totalement la modernité, et vous trouvez cette position d'équilibre. Voilà. Seulement aujourd'hui, ceux qui refusent la modernité sont devenus dominants. Quand j'ai travaillé là-dessus, beaucoup d'entre nous ont travaillé là-dessus, vous trouvez très peu de noms ou de figures importantes au 19e siècle en islam conservateur. Citez-moi-en un. Il n'y a pas. Vous ne trouvez pas. C'était une position, mais il n'y avait pas de figure forte qui représente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Trouvez-moi une figure forte qui représente l'occidentalisation. C'est-à-dire le fait de dire « je ne suis pas musulman » ou « je suis un occidental », comme l'avait dit au 19e siècle, au début du 20e,
Salam Moussa ou Taha Hussein ou quelqu'un d'autre. Vous n'en trouvez plus. Donc voilà la différence. Mais sinon, au niveau de la généalogie, vous avez ces trois réponses, elles structurent le champ islamique. Très bien. Bon. Tu consacres un chapitre intéressant, que j'ai trouvé personnellement très intéressant, sur les limites du réformisme, qui est l'idéologie, comme on le sait, dominante dans le monde musulman, un peu partout, y compris en Tunisie. Tu prends l'exemple, tu prends comme prototype du réformisme Mohamed Abdou, le réformateur égyptien Mohamed Abdou, qui est venu d'ailleurs en Tunisie, qui a beaucoup influencé la Nahda tunisienne, la Renaissance, le mouvement de Renaissance tunisienne. Il est venu 2 fois, à la fin du 19e et au début du 20e. Et qui a été influencé également par le réformisme tunisien. Le réformisme tendance Khaireddine, qui était représenté, Khaireddine étant parti mort, par Béchir Sfar, qui est le père de la Renaissance tunisienne après Khaireddine. Et puis, au début du 20e, il a été reçu par la princesse Nazli, qui était mariée à Bouhajim, un réformiste tunisien. Donc, tu consacres un chapitre sur les limites du réformisme. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, rapidement, sauf si tu tiens à détailler, quelles sont les limites du réformisme musulman? Voilà, c'est une belle question qui répond déjà à la question. Mais toutes mes questions sont belles. Je plaisante, vas-y. En fait, j'ai une dernière question assassine. Bon. Le réformisme, le problème du réformisme, c'est qu'il a commencé comme une grande promesse, comme une promesse de effectivement réformer l'islam, entre guillemets, n'est-ce pas? Et il a fini dans le salafisme que nous connaissons aujourd'hui. Je ne vais pas donner d'exemple, parce que quand même, comme on est aujourd'hui dans une séance, quand même, où comme le niveau était élevé, je ne vais pas citer des noms qui sont anecdotiques et qui sont sans importance au niveau politique. Vas-y, tu sais, non, c'est fait pour dire du mal des gens. Vas-y, vous les connaissez. Les salafistes en Tunisie, ceux qui les représentent, ils valent la peine qu'on les nomme, qu'on les cite. Voilà, ceux-là, si vous suivez la généalogie, vous allez trouver qu'ils sont quelque part le prolongement, la perversité, l'expression du réformisme dégénéré. Ils expriment la dégénérescence du réformisme qui a commencé, évidemment, comme vous le savez, à la fin du 18e, début du 19e, avec des figures importantes comme Afghani et Abd. Mais mon intuition, qui n'est pas la mienne, elle est celle de Nekiketi, que je vous conseille particulièrement de lire, et Ketouri, c'est que ces réformistes étaient minoritaires à l'époque, et leur idée, c'était qu'on ne pouvait pas, et c'est une idée dominante aujourd'hui en politique, dans le monde islamique, on ne peut pas réformer l'islam sauf de l'intérieur de l'islam. Il y a une lettre que vous trouvez chez, j'ai oublié en anglais, mais elle est citée ici, une lettre dans laquelle Abdou écrit à Afghani, et la lettre est authentique, parce que quand Afghani avait accepté avec Renan de discuter avec Renan, etc. Et quand Abdou a lu ce que Afghani a dit devant Renan sur l'islam, en disant que toutes les religions se valent, elles sont toutes contre le progrès et la science, il lui a dit, tu as ébruité le secret que nous lit, celui qui consiste à couper la tête de la religion par la religion. C'était des conspirateurs. Ils avaient compris qu'il n'y avait aucun moyen de réformer l'islam, sauf de le miner, sauf en le minant de l'intérieur, de le torpiller de l'intérieur. Donc, ils ont quelqu'un comme Abdou, fils de Baha'u'd-Din, des gens que vous connaissez, que nous connaissons dans le sang, et qui évidemment ne peuvent pas dire quelque chose sans qu'elle soit adossée à un verset du Coran
pour valider l'énoncé. Donc, cette posture-là, qui était peut-être très bonne réponse au XIXe siècle au défi de la modernité, elle a fini là où elle est. Bien sûr, quelqu'un comme Abdou est une icône. Il y a un aspect Abdou Soufi avec le Waridet, son premier ouvrage, mais il y a aussi un aspect laïque. Mais cette figure, cette posture de réformer l'islam de l'intérieur en se basant sur les ressources mêmes de l'islam, et c'est ça le sens même du réformisme, a fini là où on voit, c'est-à-dire c'est une forme de salafisme qui a réformiste qui a fini dans le salafisme réactionnaire et terroriste même. Alors, qu'est-ce que tu appelles, ma cinquième question, qu'est-ce que tu appelles la sacralisation de la tradition? En étudiant les rapports entre tradition et sacralisation, qu'est-ce que c'est qu'une tradition sacralisée? Ouais, c'est une bonne question. Toujours. Le concept tradition et sacré en principe ne vont pas ensemble. Parce que la tradition, c'est la continuité, c'est la transmission ininterrompue de génération en génération de ce qui nous a déjà précédé. Ça ne se définit même pas. Qu'est-ce que la tradition? Ça ne se définit pas. C'est la transmission, la tradition. On ne peut pas dire la tradition, la tradition. La tradition, c'est ce qui se transmet. Qu'est-ce qui se transmet? Ça ne se dit pas, ça se transmet parce que c'est la tradition même. Alors que le sacré, c'est pas autre chose, c'est autre chose. Le sacré coupe entre le monde profane et le monde sacré, le monde interdit, le monde interdit, sanctifié ou interdit, n'est-ce pas? C'est le sens même de sacré. Sacer, ça vient du latin sacer, qui veut dire à la fois consacré et abominable. Contrairement en islam, où on considère, dans le judaïsme, que sacré veut dire kadosh, c'est-à-dire sacré, muqaddas, c'est-à-dire seulement le sens positif du sacré, hein, ce qui est consacré. Non, mais ça, ce n'est qu'un aspect du sacré. Le sacré est double. Il est à la fois faste et néfaste, pur et impur. Il distribue les avantages, les bonheurs et les malheurs. Donc c'est ça la définition du sacré. Le sacré coupe. Et là, il y a un grand paradoxe. La sacralisation de la tradition veut dire qu'on a fait de quelque chose qui est dans la transmission, on l'a sacralisé, c'est-à-dire on en a fait quelque chose qui est interdit, qui est sanctifié, qu'on ne peut plus toucher, alors que ceci est paradoxal. Paradoxal parce que l'entité, les deux concepts ne vont pas ensemble. Bien sûr, on parle toujours du fait que la tradition, la sacralisation de la tradition a été la cause de nos malheurs, une grande partie de cela, mais ce n'est qu'une thèse. Elle est contestée. Il y a beaucoup des auteurs, je ne vais pas citer, mais qui sont cités dans le livre, qui contestent cette idée de la sacralisation de la tradition. Bien. Alors, pour rendre intelligibles les rapports entre la modernité et l'islam, tu construis une typologie sur le modèle de Weber, une typologie de la politique, et tu dégages trois modèles. En gros, le modèle religieux, le modèle que tu appelles naturel et le modèle rationnel. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les trois modèles et comment ça fonctionne réellement? En fait, j'étais surpris quand j'ai étudié le travail, quand j'ai étudié la politique en islam, parce que c'est mon métier aussi. J'étais surpris de trouver combien il y avait de relations ou de rapports multiples entre islam et politique. Et j'étais surpris parce que nous, quand on parle de l'islam et politique, on pense immédiatement à la relation entre la religion et son expression et la politique. En fait, si vous analysez la tradition, si vous connaissez la tradition, il y a plus d'un rapport aux politiques. Et c'est ce qui m'a suggéré le titre d'ailleurs, la pluralité des politiques, c'est-à-dire la pluralité des manières à l'âge médiéval d'avoir un rapport aux politiques. Au moins trois. Bon, je vais être bref et je vais vous dire comment, de ce point de vue-là, sur le plan politique,
la relation, nous avons été, notre rapport aux politiques est un rapport qui a dégénéré, c'est-à-dire qu'on a commencé par des manières différentes d'aborder le politique à une seule manière d'aborder le politique. Et la crise de la modernité vient de là, du fait qu'on n'a plus qu'un seul type de rapport à la politique, qui est le rapport religieux. Alors qu'à l'âge médiéval, il y avait deux autres moins rapports. Il y avait la littérature de ce qu'on appelle Maraya Umara, c'est-à-dire la Fürstenspiegel, comme on l'appelle en allemand, c'est-à-dire le miroir du prince. Et cette littérature, c'est une littérature qui consiste à faire le panégyrique du vrai roi pour que le roi réel, qui était le calife lui-même, n'est-ce pas, parce qu'il n'y avait pas d'autre que tous les califes, lui appelait les princes, n'est-ce pas, puisse se mirer dans ce miroir et acquérir la sapience et la sagesse et ne pas se comporter de façon brutale et tyrannique vis-à-vis de ces sujets. Le pouvoir n'avait pas de limite à l'âge médiéval, c'était la seule manière éthique de pouvoir le contrôler en disant « Oh roi, quand vous êtes éthique, qu'est-ce que vous êtes juste dans la vie privée et dans la vie publique? Qu'est-ce que vous êtes magnanime ?» etc. Donc on fait l'éloge des vertus pour que le roi soit vertueux. Et puis vous avez le rapport de la philosophie politique. Quand tous les musulmans aujourd'hui disent « Ah, vous oubliez Farabi, le Rachid, etc. » Mais ces gens-là avaient comme modèle le modèle grec. Mais pas pour le modèle islamique. Le modèle de la politique, c'est un modèle grec. Se référer à la cité virtuelle de Farabi, de Platon, et tous les commentaires. Donc il y avait trois modèles politiques. Qu'est-ce qui a eu lieu? C'est qu'à partir du 17e, 16e, 17e, et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le déclin de l'islam, entre guillemets, une thèse décliniste, il y a une thèse qui est non décliniste, mais restons dans le schéma thèse décliniste, qui considère que l'une des causes, c'est cette dégénérescence, c'est l'oubli de ce rapport multiple politique, de sorte que les musulmans sont rentrés dans les temps modernes avec comme seul modèle le modèle du califat, qui nous, d'ailleurs, taraude jusqu'à aujourd'hui, qui nous poursuit. Qu'est-ce que le califat, sinon une manière de restaurer quelque chose qui relève déjà elle-même de l'imaginaire, qui n'a jamais été réel. Bref, le califat, c'est la seule doctrine qui a survécu dans les temps modernes. Donc on est passé des politiques en islam à la politique de l'islam, même pas à une seule, à la politique de l'islam. L'islam est devenu la politique. Très bien. Alors, dans ton analyse de la sécularisation de l'islam, je rappelle qu'on appelle sécularisation le processus historique par lequel les symboles religieux perdent de leur emprise, sans disparaître, perdent de leur emprise sur la société et la politique. Dans ton analyse de la sécularisation de l'islam, tu parles d'un islam civique non laïque. Qu'est-ce que ça veut dire, un islam civique non laïque? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux. C'est ce qui existe dans la constitution tunisienne. Et ça fait partie de ce que je viens de dire au départ, c'est-à-dire la raison conciliatoire qui veut qu'on soit laïque sans être laïque, qui veut être moderne sans l'être réellement, etc. Donc, et ça, c'est notre condition moderne, comme Hannah Arendt parlait de la condition de l'homme moderne. Là aussi, c'est notre condition. C'est que nous avons décidé que nous ne pouvions pas séparer la religion de la politique et que nous ne pouvions pas faire un État ou instaurer un État neutre en matière religieuse. Donc c'est la seule manière de phagocyter cette notion, de contourner exactement cette difficulté, c'est de dire nous voulons un État civique, non religieux, c'est-à-dire qui, évidemment, ne se réfère pas à la religion comme norme ou bien comme identité de l'État, mais pour moi c'est une dire pas aberration, mais c'est une contradiction in adjecto. Voilà. Bien, alors, à la fin du livre, tu consacres un chapitre qui peut être perçu comme étonnant et paradoxal
certains qui s'appelle, ce chapitre, Weber, le protestantisme et l'islam. Tu as déjà commis un livre en anglais sur Weber et sur le rapport entre justement l'islam et le protestantisme, puisque chez Weber, Weber considère que à l'origine du capitalisme, il y a le protestantisme, mais le capitalisme pas comme fait historique, hein, comme fait paradigmatique, schématique, théorique. Alors, tu veux dire quoi par Weber, le protestantisme et l'islam, en quelques mots aussi? Ah oui, je veux bien. J'étais fasciné par Weber, parce que vraiment, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup aimé. Oui. Alors, je vais répondre à ça, je vais te répondre, Mohamed, en commençant par la dernière partie de ta question. Quand on dit en tunisien ou en islam, quand on fait des débats, il faut séparer en disant qu'il faut séparer la religion non, ça c'est une problématique catholique. Nous sommes dans un ethos protestant. Nous, l'islam, il n'y a pas d'église dans l'islam. Et donc l'islam est par nature laïque. Et donc par nature, il est protestant. Et donc, il y a une grande méprise. Une grande méprise sur Weber. Weber a étudié l'islam, et donc une double méprise sur Weber et sur l'islam. On commence d'abord par la méprise sur le protestantisme plus que Weber lui-même. Quand vous analysez le protestantisme, il n'a jamais été, et c'est là que je reviendrai après à Weber, le protestantisme n'a jamais été, contrairement à la vision basique, un mouvement, une tendance, une religiosité qui est contre l'Église. Ça, c'est élémentaire. Ça a commencé par le refus des indulgences, c'est-à-dire le fait que l'Église faisait payer aux croyants leur salut. Oui, mais ce n'est pas ça l'essentiel du protestantisme. Ça n'a pas été le combat contre ou la lutte contre l'Église n'était pas basée sur cette question-là. C'est basé essentiellement sur l'idée suivante dans le protestantisme. Ce qui est fondamental, c'est le fait que la seule manière de confirmer le salut de l'âme, parce que le salut de l'âme est incertain, alors que dans les religions constituées comme le catholicisme ou l'islam ou le bouddhisme, etc., le salut passe par le rituel, ou bien, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens jeûnent et prient, ou bien par les bonnes œuvres, on fait le bien pour être rétribué au paradis. Et donc le protestantisme renverse toute cette manière de procéder. Il considère que le salut est incertain, et la seule manière de le confirmer, c'est d'avoir une vie disciplinée, organisée, consciencieuse. C'est ce qu'on appelle le bérouf ou la vocation métier. Ce n'est pas le travail, c'est la vocation métier. Et j'ai toujours des demain avec mes étudiants, quand je leur explique ça, ils disent oui, nous avons l'islam, c'est pas agir. C'est pas agir, non pas comme condition de salut. Agir comme amalou, faites bien, agissez. Mais dans le protestantisme, la conscience d'agir en tant que quelqu'un qui a un métier, qui le fait avec abnégation en tant que devoir moral, c'est la confirmation même de leur salut, parce que le salut ne passe pas par le rituel, ni par le respect de l'institution, c'est-à-dire l'Église ou le prêtre, n'est-ce pas, ou bien pour le judaïsme, le rabbinat. Donc ça, c'est l'essence même du protestantisme. Donc, et quand Weber a étudié l'islam, il s'est rendu compte que l'islam, comme toutes les autres religions, était un obstacle par rapport à cette conscience. Et cette conscience-là, c'est elle, d'après Weber, et là on en vient, qui a accouché de la modernité. Elle a accouché du capitalisme, parce que le capitalisme avait besoin de gens besogneux qui travaillaient non pas par devoir, disait textuellement, mais en tant que devoir. C'est pas la même chose. Je peux travailler par devoir. Mais travailler en tant que devoir, c'est-à-dire il y a une force morale en moi qui me force à travailler, et non pas parce que j'ai la conscience seulement
professionnel, parce que c'est à mon devoir de travailler. Donc, qul a'malu, c'est par devoir. Mais qul a'malu, en tant que devoir, veut dire, si vous n'agissez pas, vous n'aurez pas le salut. Or, vous pouvez ne pas agir, le soufisme, la retraite dans un monastère soufi, ou que peut être une voie du salut, et que c'est une voie de salut de délivrance par l'abnégation individuelle et non pas par le bérouf. Et donc, c'est ça ce que Weber a été important. Et la cause, je termine, on peut estimer que l'une des causes, et là, la troisième partie, elle est historique. J'ai voulu expliquer sociologiquement comment les choses ont eu lieu. Et je me suis dit qu'une des explications, celle de Weber, nous avons accumulé un retard historique, non pas parce que les autres nous ont devancé dans les sciences, mais parce que nous avons un rapport rituel à la religion qui nous a pas permis, jusqu'à ce jour, ça existe, de concevoir notre rapport à la religion comme un rapport de type éthique et non pas de type rituel ou institutionnel. Voilà. Bien, alors, avant-dernière question, il nous reste presque 5 minutes, comme ça on aura clôturé l'heure. Avant-dernière question, dans la conclusion, tu parles de la conscience critique comme seule modernité. Tu considères que la seule modernité, c'est la conscience critique. En 2 mots, si tu peux expliquer davantage. Alors, nous, on appelle ça c'est la conscience critique de soi-même. Ce n'est pas d'être conscient de quelque chose, mais d'avoir comme posture la conscience critique de soi comme rapport à soi-même, à autrui et au monde. Ça, c'est important, c'est-à-dire c'est le seul moyen dur que je vois dans la... Pourquoi? Parce que si la modernité se démode, si on est toujours nécessairement de son temps, si évidemment la conscience que nous avons ou le sujet pensant n'est plus d'actualité, si avec la mondialisation, le capitalisme, les critiques qu'on a de la démocratie, tout ça, excusez-moi du terme, fout le camp, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui peut rester des différentes manières d'avoir un rapport aux différentes modernités? Qu'est-ce qui reste? Quelle est la boussole? Quelle est la ligne directrice? La ligne directrice pour être toujours de son temps, c'est d'avoir toujours, c'est la seule modernité, d'avoir un rapport critique à soi, à autrui et au monde. Alors, ma dernière question. J'ai fini ton livre avant de faire la sieste, qui est ma religion. Tu n'es pas le seul croyant. Okay. Alors, je me suis dit, mais vraiment, on a terminé ce livre. Est-ce que vraiment le problème, réellement, dans ce livre, dans tes autres livres et dans d'autres livres, est-ce que le problème, c'est l'islam ou bien le problème, c'est autre chose qu'on veut appeler islam, on appelle. Est-ce que le problème, est-ce que c'est vraiment l'islam? Par exemple, un des grands maîtres des études islamiques, Maxime Robinson, dit que l'islam n'existe pas. Il n'y a que des musulmans. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'islam. Il y a des pratiques historiques, politiques, liées à des contextes. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Mais tu ne peux pas, dans ces différentes postures, exclure la position de quelqu'un qui a un rapport à quelque chose qu'on appelle le type islamique ou la religion, oui, un type islamique, tu l'exclus. C'est-à-dire que tu prends toutes les postures de la diversité, n'est-ce pas, comme dit force, contexte, rapport multiple, sociologie, j'admets. Et puis, quand il y a une case qu'on appelle l'islam, un rapport qui consiste à dire il n'y a qu'un seul islam, vous l'excluez. Ça fait partie de la gamme. Il y a des gens qui considèrent que le problème est l'islam. D'accord? Vous ne pouvez pas leur dire non, ce n'est pas l'islam, puisque vous admettez qu'il y a plusieurs rapports à l'islam. La posture de le problème est l'islam relève de ces différentes postures. Sinon, vous êtes dans l'apologie et dans le déni de réel, et dans la pensée politiquement correcte, dire attendez, non, mais je ne critique pas l'islam, non, je critique les musulmans. Non, je critique les musulmans et l'islam. Tu as encore une minute.
bien que j'accepte, moi, bien que je conçoive, bien qu'il y a plusieurs rapports à l'islam, la case à rapport à l'islam, une certaine vision de la religion, fait partie de cette critique. Tu ne peux pas l'exclure. C'est comme vous avez une palette, vous enlevez une couleur, vous dites cette couleur-là n'est pas bonne. Toutes les couleurs sont bonnes, sauf celle-là. Et donc le vrai problème que nous avons avec les gens, c'est que quand vous critiquez quelque chose dans l'islam, avec cette fois-ci avec un grand I, là évidemment c'est plus admissible. Alors ça c'est toujours les musulmans, la sociologie, les forces sociales extérieures, les trages noires, mais pas l'islam. Moi je conçois très bien que quelqu'un discute avec moi, qui me dise le problème c'est l'islam. Ok, je dis on va discuter. Ok, quel aspect? Cet aspect, oui, sur ça vous êtes. Mais je ne peux pas l'exclure. Je ne dirais pas que c'est la mienne, tout simplement parce que là, ce serait trop réducteur pour moi-même, plus que pour autrui. Mais je ne l'exclus pas, même dans mon rapport à la question. Voilà. Merci, Hamadi, d'avoir joué le jeu, parce que c'était un jeu pour moi. On m'a dit plus au sérieux. De toute façon, dans la vie, nous jouons des rôles, comme dans le théâtre, bien entendu. Et maintenant, le rôle va échoir au public. Je vais vous donner la parole. Je remercie Hamad Erdissi d'avoir répondu d'une manière admirable et exceptionnelle aux questions. Je rappelle qu'il est encore professeur de sciences politiques à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. Il est également président d'honneur et ancien président de l'Observatoire. Non, je revenais, je suis toujours. Ah, tu es toujours président. Ça, c'est comme intéressant. Bourguiba. Donc, président de l'Observatoire tunisien de la transition démocratique. J'ai des membres ici qui savent que vraiment. Puisque tu aimes la présidence, non, et ancien président d'une société qu'on avait fondée ensemble avec deux autres amis. Non, n'était pas président. Orient-Occident. C'était à toujours, tu as été président. Bon, sans assumer la fonction, toujours. Et alors, je vais vous raconter une anecdote sur cette sympathique. Durant cette présidence, où il était président, on avait organisé en Italie, à Bologne, un colloque sur l'universalité des droits de l'homme. Bien entendu, il y avait Ben Ali, qui nous a envoyé un attaché de l'ambassade de Tunisie à Rome, qui est venu spécialement au colloque, un type très gentil, et qui a demandé l'autorisation de nous enregistrer. Bien entendu, nous, on lui a dit, vous êtes le bienvenu, vous pouvez même filmer. Il a enregistré, et à la fin de la séance, il est venu nous offrir l'enregistrement. On lui a dit, pourquoi tu nous offres l'enregistrement? Ça va te servir dans ton boulot. Et il a dit, non, ça ne va servir à rien parce que c'est une discussion philosophique qui n'intéresse pas mon patron. Jusqu'à aujourd'hui, on garde, moi je garde l'enregistrement de cette conversation. Oui, je l'ai. Je garde ça. Ça l'a coûté, vous savez, l'hôtel commercial, c'était à 200 €. Parce qu'il l'aurait certainement licencié à cause de cet enregistrement. Donc là aussi. Bien, alors je vous donne la parole. On a rempli notre contrat d'une heure. À vous de jouer le rôle, de débattre des questions qui ont été posées par le livre et par le speech de Hamad Erdissi. Bonsoir. Merci pour cet échange instructif, édifiant, d'autant plus qu'il donne à réfléchir sur pas mal de notions. J'ai beaucoup apprécié, monsieur le Erdissi, les définitions que vous donnez de la modernité, et surtout la référence à Baudelaire, je suis littéraire de formation, et justement pour aller dans ce sens, la définition de la modernité. Quand on parle de modernité, la référence que nous avons dans notre mental, notre représentation, c'est l'Occident. Et si l'islam est moderne, c'est justement au contact de cet Occident. Et la modernité, vous en avez bien distingué les différentes déclinaisons. Il y a aussi, bien évidemment, la modernité que nous devons à l'ère industrielle. C'est l'industrialisation qui, en fait, a été génératrice de ce concept de modernité. Et avec la modernité du 19e siècle, tout l'essor du capitalisme a fait que nous avons tous foi en le progrès, en la vérité, en le rationalisme. Et justement, au début du XXe siècle,
tous ces credos-là se sont effondrés pour laisser la place à autre chose. Et avec, bien sûr, tout le périple des crises, à partir de la crise monétaire 1928, etc., les guerres, la guerre froide, et surtout l'effondrement des idéologies, puisque le communisme et le capitalisme, qui se sont longtemps affrontés, ont donné au final le triomphe du capitalisme. Là où je voudrais en venir, c'est qu'on parle maintenant pour donner en quelque sorte un prolongement à la modernité, et non pas considérer cela comme étant une rupture, c'est une continuité. On parle de, et les dénominations sont très variées et multiples, hypermodernité, surmodernité, postmodernité. Et justement, l'époque que nous vivons, qui est généralement, le consensus n'existe pas, désignée comme une époque postmoderne, elle montre à quel point le concept d'État-nation est fragilisé, et à quel point les démocraties sont en danger. Et ma question est là, est-ce qu'on peut parler d'un islam postmoderne qui serait différent de l'islam moderne? Voilà, et je vous remercie. Je réponds. Okay. Écoutez, le concept de postmodernité a été... Ah, ok. Merci beaucoup. Alors, Foucault disait que le concept de postmodernité est énigmatique. Habermas le refuse. Tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont travaillé sur la modernité refusent le concept de postmodernité parce que tout simplement il introduit un élément temporel dans une problématique qui est plutôt de type structurel. La modernité comme un rapport au temps, c'est être de son temps. Et là, puisque vous êtes littéraire, je vais vous répondre justement par, là, je lis par Walter Benjamin. Walter, il a écrit bien sûr un Baudelaire. Et voilà le grand effet, c'est parce que vous le trouvez ici. Et là, il parlait de Baudelaire, et donc, comme Baudelaire définit la modernité comme quelque chose de transitoire, de fugitif, la moitié de l'art, l'autre moitié étant ce qui est éternel et classique, il dit, voilà ce que dit Walter Benjamin dans Charles Baudelaire: lorsque la modernité voit ses droits reconnus, son temps est passé. Elle sera ensuite soumise à examen. Quand elle sera morte, on pourra voir si elle-même est capable de devenir antiquité. Le problème d'être moderne, c'est que quand tu es de ton temps, or ton temps est évanescent. C'est ce qui a poussé les gens à se dire, si le temps est évanescent, le temps qui vient, c'est celui du temps de la postmodernité. La modernité a épuisé ses virtualités. Vous avez parlé des critiques de la modernité, qui sont essentiellement des critiques internes, mais il y a aussi des critiques externes, critique de la conscience, critique de la conscience, critique de la pensée, critique de la théorie forte, critique de la science, qu'on fait connaître. On a pensé qu'on est rentré dans le pas. Mais c'est un concept, déjà que le concept de modernité lui-même est problématique. Et déjà qu'il est contesté. La postmodernité est encore plus problématique. Donc parler d'un islam postmoderne, encore faut-il qu'il se fait moderne. Je vous remercie aussi bien pour la présentation que pour le livre. La question est générale. Est-ce que les religions, je prends toutes les religions, renferment en quelque sorte des goulots d'étranglement, c'est-à-dire, disons, qui est en rapport avec la philosophie. Lorsqu'on dit la philosophie, c'est la pensée des hommes, c'est les lectures des hommes pour, enfin, le Coran, enfin, les autres livres, les Bibles et tout ça. Donc, il y a cette contradiction entre la religion, c'est le sacré, en quelque sorte, pour certains. Mais la philosophie, c'est,
disons, la sortie du tunnel, tout ça. Donc ça, il y a l'apport de l'homme, c'est-à-dire avec ses pensées, du point de vue philosophique, du point de vue aussi économique, culturel et tout ça. Donc il y a cette relation en quelque sorte. S'il n'y a pas l'évolution des pensées, de la philosophie, tout ça, donc on ne saurait pas à notre ère actuellement, et peut-être demain. C'est ça ma question dans ce sens-là. Je suis d'accord avec vous parce que quand vous voyez l'Occident comme évidemment modèle, la modernité a été le produit justement de ce travail philosophique. Et la supériorité de la philosophie sur la religion vient de là. Et c'est elle qui a pu donner des réponses à la mesure de l'homme qui ne soient pas ancrées dans la tradition. Bien au contraire, elle a défini l'individu par sa capacité à s'arracher à la tradition qui le constitue. Or, la religion, les coutumes, les us, etc., font partie de cette tradition et qui fait que l'homme n'est homme, Rousseau dira perfectible à cause de cela, c'est parce qu'effectivement, il ne dépend pas de quelque chose qui le tienne et qui ont fait une détermination comme le cas comme c'est le cas pour les animaux. Le problème de nos sociétés, peut-être la société, je ne sais pas, pour le judaïsme, ils ont un destin particulier. Mais pour le problème de l'islam, c'est qu'il n'y a de réponse que dans la religion. Quand vous voyez qu'à partir du XVIIIe siècle, il n'y a plus de philosophes musulmans, comment se fait-il? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui des philosophes musulmans? S'ils sont philosophes, on dit ah, c'est des philosophes. C'est des philosophes, c'est-à-dire ils sont en train de penser de façon bizarre. Alors, le seul terreau, le seul champ, c'est la religion comme à la fois pratique et en même temps comme réponse intellectuelle. Et évidemment, les philosophes musulmans à l'âge, ou arabes à l'âge médiéval, avaient comme premier référent, les Grecs. Même si évidemment ils ont essayé de concilier ou de réfléchir en termes musulmans, mais c'est le référent. Aujourd'hui, le référent, c'est quoi? Si vous êtes philosophe aujourd'hui, tunisien, ou disons irakien, etc., c'est quoi comme problème philosophique que vous vous poserez pour vous-même et pour votre société? Grand problème. C'est ce qui fait que les philosophes, dans le monde islamique aujourd'hui, il y en a pratiquement plus. Le champ discursif est dominé, pas en Tunisie par les juristes, mais ailleurs par les sociologues, ou en Égypte par les littéraires, mais il n'y a plus de philosophes dans le monde arabo-islamique qui puissent à la fois avoir pour référent la philosophie universelle et qui soient en mesure de donner des réponses à l'actualité, à ce qui est de leur présent. Oui. Juste une petite question. Je voudrais rebondir sur l'explication de ma collègue et réagir sur l'acception que vous retenez de la modernité. J'ai l'impression que vous excluez un peu l'idée de postmodernité. Vous retenez juste le principe de remise en cause de soi, d'autocritique, critique, etc., comme fondement d'une posture moderne, ou d'une modernité chrétienne. Or, ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre quotidien, que ce soit du point de vue social, politique ou autre, à un niveau le plus ordinaire aussi, j'ai plutôt l'impression que justement l'approche qui est faite aujourd'hui, notamment dans les pays du printemps arabe,
et une approche spécifique d'une acception postmoderne justement de l'islam, en rapport avec la mondialisation, la standardisation et toute une stratégie, peut-être géostratégique, j'en sais rien, qui nous pousse à justement une démarche, une lecture, une reconnaissance, d'ailleurs qui n'a rien à voir avec celle qui fut auparavant, et qui réellement a une empreinte justement à mes yeux postmoderne, c'est-à-dire en rapport avec l'ensemble d'une idéologie aujourd'hui qui nous est fourguée un peu avec bien sûr des arguments divers, dont économiques, etc. Donc, pour me résumer, j'ai l'impression que nous avons aujourd'hui une approche justement non pas moderne ou qui pêche contre la modernité ou quoi, mais réellement une approche postmoderne. Écoutez, Mohamed, c'est peut-être le seul ici à le savoir. J'ai commencé ma carrière d'écrivaillant en écrivant un livre qui s'appelle Postmodernité. Mohamed doit avoir une copie, je n'en ai plus. Postmodernité, philosophie et esthétique. Je connais très bien le problème de la postmodernité. Vous savez, les grands auteurs comme Habermas, Foucault, etc., acceptent, par exemple Tachar Taylor, acceptent l'idée de post-traditionnel, de post-séculaire, ou post-sécularisé, post-démocratique. Mais il y a une aversion pour le terme post-modernité qui vient moins du fait que c'est parce qu'il est post que parce que c'est la modernité. Parce que nous sommes encore dans la modernité. Et un grand texte de Habermas qui s'intitule « La modernité, un projet inachevé ». Si la modernité se définit comme comme c'est défini, comme ce rapport critique à quelque chose, à ce que nous sommes, nous sommes toujours dans un rapport à soi, qui est un rapport de type moderne. Pour peu que nous ne concevions pas que la tradition nous détermine, nous guide ou nous oriente. Là, on est toujours dans cette posture. C'est pour cette raison qu'ils refusent. Par contre, quand vous dites post-sécularisé, c'est différent. Vous dites que la sécularité, telle que nous l'avons comprise, comme quelque chose qui exclut la religion, est aujourd'hui obsolète ou bien dépassée. Quand vous dites post-démocratique, vous dites que la démocratie, telle que nous l'avons conçue, est aujourd'hui en crise. Mais post-moderne est refusé. Voilà, je veux dire, c'est comme ça. Excusez-moi, mais ce n'est pas tant un problème de dénomination, peu importe le mot, post, sur, hyper, tout ce que vous voulez. C'est le contexte géopolitique qui a changé depuis les années 80. Et dans ce nouveau contexte géopolitique, où justement les démocraties sont menacées, est-ce que l'islam serait un auxiliaire pour la démocratie ou une entrave? C'est ça le problème. Du moins tel qu'il est conçu, présenté et proposé aujourd'hui à la pratique politique. On va voir. C'est encore quelque chose qui est en stand-by. Vous savez, regardez le modèle turc. Bon, je vais vraiment éviter jusque-là de parler de politique, parce que vraiment, je parle tout le temps. L'islam en tant que tel n'est pas contre la démocratie, mais le problème c'est que nous n'avons pas de modèle. À chaque fois, nos adversaires, ou nos ennemis, ou nos contradicteurs ont raison de nous, parce que nous n'avons pas d'exemple. Le seul exemple que nous ayons eu à ce jour, c'est celui de la Turquie. Vous voyez comment ça a terminé depuis 10 ans. Maintenant, nous avons le cas des Tunisiens, qui est le cas exceptionnel sur lequel tout le monde travaille, et qui évidemment est présenté comme l'exception de l'exception. On va voir. Il est trop tôt pour pouvoir en décider. Et, le cas turc montre effectivement que nous n'avons pas aucun modèle. Nous avions un modèle qui n'a pas réussi. Maintenant, sur le plan théorique,
que l'islam soit compatible avec la démocratie, ça relève du discours. C'est bon, c'est juste, c'est pas faux. Mais c'est comme quelqu'un qui vous dit, moi j'aime les glaces, et il n'en a jamais vu, il n'en a jamais mangé. C'est vrai, c'est bon les glaces, c'est bon quelque chose. Il faut que ce soit concrétisé. Nous avons besoin d'un exemple. Le seul exemple, encore une fois, que nous avons eu depuis 2098, c'est l'exemple turc. Vous voyez aujourd'hui, c'est une dictature. Il y a le cas tunisien. C'est né, par contre. C'est toujours très intéressant d'écouter Hamadi. Vraiment bravo parce que c'est passionnant. Moi, je voudrais revenir à Mohamed Abdou parce que je pense que le débat qu'il y a eu entre Mohamed Abdou et Farah Anton, il est vraiment, c'est vraiment intéressant de réfléchir sur ce débat. En fait, Farah Anton est parti de la philosophie. Mais est-ce que Abdou, lui, a vraiment accepté de continuer ce débat philosophique? En fait, il est resté dans une lecture. Vous répondez à vous-même à la question qu'il a posée. Il est resté dans une lecture de l'islam, en fait. Bon, ma question, elle est précise. Quand tu dis, ils reprochent aux maîtres d'avoir ébruité le secret de leur programme subversif, tu disais tout à l'heure, nous suivrons encore ta voie droite, nous ne coupons la tête de la religion que par l'épée de la religion. Moi, j'aurais préféré qu'il parle un peu de philosophie, parce que justement, qu'est-ce qu'il entend par couper la tête de la religion par l'épée de la religion? Si c'est le réformisme. Voilà, mais le réformisme, bon, tu l'as explicité, on est tout à fait d'accord sur le fait que le réformisme ne cherchait qu'à revenir aux sources. Alors, quelle est la solution? Parce que c'est vrai que Mohamed Abdou, c'est un personnage intéressant, mais c'est pas un personnage moderne. Il n'est pas entré dans la modernité, parce que même la manière dont il pouvait être intéressé par la science, etc., il parlait de la science sans vraiment la comprendre. Il a apprécié Darwin sans avoir compris Darwin, puisqu'il retient de Darwin, en fait, ce que Spencer après a fait de l'évolution. Donc finalement, quelle est la sortie? Il n'y a pas de modèle, mais peut-être qu'il faut l'inventer, ce modèle. Peut-être c'est des gens comme toi qui... Non, moi je pense... D'abord, j'exclus la possibilité de réformer de l'intérieur de l'islam. De l'intérieur, c'est tout à fait ma question. L'islam a besoin... Tiens, c'était l'une des raisons pour laquelle j'ai fait ce chapitre. L'islam a besoin d'un Luther. Et de temps en temps, il y a quelqu'un... Voilà le Luther de l'islam. L'islam n'a pas besoin de Luther parce que Luther était un fanatique religieux. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Luther. Luther était un fanatique. Luther a refusé qu'on est un fondamentaliste. C'est un Khouenji. C'est lui qui a pris Genève, comment il s'appelle? Calvin. Ah? Calvin. Est-ce que vous avez lu Conscience et critique de l'écrivain autrichien Zweig? C'est Taliban. Genève était gérée comme une contrée de talibans. Donc, oublions cette histoire de Luther de l'islam et le Calvin de l'islam. L'islam n'a pas besoin ni de Calvin, ni de Luther. L'islam a besoin, à mon sens, d'une seule chose, que nous acceptions, en tant que musulmans, on n'a pas l'islam en tant que nous acceptions que de la diversité politique et la diversité morale, et le pluralisme moral, et que le pluralisme politique, pour lequel tous les musulmans combattent, ils veulent tous la démocratie. Mais le pluralisme politique doit être appliqué au pluralisme religieux et philosophique et moral. Quand les gens comprendront que nous n'avons besoin que de coexistence pacifique entre des vérités multiples, des programmes de vérités multiples, des éthiques multiples, des manières différentes d'approcher la politique, ou la vie, ou tout, bien sûr, ça marchera.
Mais celui qui pense qu'il va réformer l'islam pour que l'islam devienne éclairé, l'islam ne sera jamais éclairé. L'islam aura besoin de neutralité. C'est sans cela qu'il sera éclairé le jour où il considérera que toutes les vérités qui se disent à l'intérieur du champ islamique sont acceptées, comme les Américains l'ont fait pour les sectes protestantes. Et c'est comme ça que les Américains ont pu les faire coexister. Non pas en disant, voilà, nous avons réformé le christianisme. Ils ont dit, nous acceptons les 200 à l'époque, au temps de Weber, quand ils en parlaient, ils étaient déjà dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'était déjà 200 sectes. Imaginez combien il doit en avoir maintenant. La solution américaine, chacun aura son église. Et chacun peut prier son Dieu. Quand on acceptera cela, l'islam sera éclairé. Mais pensez que parce qu'on a le verset numéro 46, nous l'avons réinterprété autrement, que ça y est, l'islam est devenu éclairé, moi je ne pense pas, bien que bien sûr j'ai énormément de respect pour cette manière de procéder, mais je ne pense pas que c'est la bonne solution. La bonne solution, c'est de pouvoir laisser, c'est de faire, d'étendre la règle du pluralisme politique au pluralisme religieux, moral et philosophique. Merci. En regardant le titre de ton ouvrage, Hamad, l'invention des modernités en islam, ce que m'a suggéré ce titre, c'est que tu vas traiter des modernités générées par l'islam. Alors, est-ce que c'est pas la question que tu as posée, Mohamed, mais je voudrais comprendre l'essence de ce livre. La deuxième question, et elle m'est suggérée par ton exposé, j'ai eu l'impression, à travers ton exposé, c'est que l'islam d'aujourd'hui se ferme à la modernité au niveau historique, que les ouvertures à la modernité étaient bien plus importantes au XVIIIe et XIXe siècle qu'elles le sont aujourd'hui. Alors, ce sont deux questions que je voudrais te poser, Hamad. Pour la première, il y a un des textes de Hobsbawm qui s'appelle Tradition Reinvented. Hein? L'invention de la tradition. C'est un paradoxe. La tradition, normalement, ne s'invente pas. En fait, elle s'invente. Parce que elle s'invente parce que continuellement, ce qu'on considère comme tradition est réinterprété ou réappliqué ou réexaminé ou mis en pratique de manière différente, n'est-ce pas? Chaque jour est un jour nouveau. Donc, a fortiori, l'invention des modernités, c'est-à-dire comment l'islam, il n'a pas inventé, comme on n'invente pas la tradition. Mais l'invention, c'est-à-dire la manière avec laquelle il s'est réapproprié de ces inventions. Mais imaginez que l'islam aura sa modernité, c'est déjà très difficile d'en avoir une, d'accepter la modernité telle qu'elle est. Pour en avoir une, même les Japonais n'en ont pas une, et les Chinois n'en ont pas une, parce qu'ils en ont une, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois ils sont japonais et modernes, ou chinois et modernes. C'est à ce à quoi nous aspirons, mais que nous n'arrivons pas à réaliser. On peut peut-être être sur un plan individuel, mais que tant qu'on vous voyez en tant que pays, en tant que civilisation, nous n'arrivons pas à ajuster. Je commence à fatiguer. Nous n'arrivons pas à ajuster cette relation, n'est-ce pas? La deuxième question, c'est quoi? Donc le processus est un processus régressif à la modernité en islam. La modernité comme régression, c'est un point de vue... Fermeture. Vous savez, on aime les anciens parce qu'on ne les a pas vus de près. Donc on a beaucoup de nostalgie pour le passé parce que nous ne l'avons pas vécu. Mais je suis sûr que nous avions vécu au XVIIe siècle avec les maladies. En Tunisie, vous savez que le pays était décimé par la peste, qu'on
les Français sont venus, ils ont trouvé des pays dépeuplés. Je ne suis pas sûr, déjà, vous voyez avec le coronavirus, comment la panique dans laquelle nous sommes. Donc, il y a deux thèses. La thèse qui dit c'était mieux avant, et la thèse qui dit on rasera gratis demain. Je n'aime pas les optimistes. Je suis par ma nature, j'ai un côté rabat-joie. Donc, je vois toujours les dangers plus que les possibilités. C'est une question personnelle, c'est-à-dire, mais sur le plan objectif, il y a fort probablement plus de raisons d'être optimiste que d'être pessimiste. Poser une question. Hamad, dans quelle mesure les changements sociaux peuvent induire une modernité dans l'islam? Par exemple, c'est vrai, les leaders politiques en Tunisie, on voit le Karam, on voit tout. Mais quand on voit la moyenne des gens, on voit des formes de modernité dans le comportement des gens. Donc on voit une forme de modernité dans le comportement des gens. Est-ce que cette modernité, par exemple, la transition épidémiologique, la baisse de la mortalité, la transition démographique, le fait que les familles ont 2 enfants uniquement, le fait que la famille devient nucléaire, le fait que les parents ne vivent plus avec les enfants, ça peut aussi peut-être induire une forme de modernité qui peut être imposée à l'islam. C'est la modernité même. C'est la modernité même. Et tu confirmes ce que je viens de dire. Je ne dis pas c'est sans, parce que je n'ai pas d'injonction à donner. Mais franchement, c'est ennuyeux ce débat théologique à ne plus en finir sur le sens du verset numéro 46. Les transformations démocratiques, sociales, modernes en Tunisie ont lieu au niveau dont tu parles. Nous n'arrivons pas, vous savez quelle est la différence entre le Japon et nous? C'est que le Japon a réussi dans la technique, il n'a pas réussi dans la métaphysique, comme on dit. Le Japon est aujourd'hui plus conservateur. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, moi j'ai travaillé là-dessus, jamais été au Japon, d'accord? J'ai un étudiant. Pas encore. Dans l'observatoire, on a un étudiant, un chercheur japonais qui est là en ce moment, mais j'ai lu beaucoup sur le Japon. Le Japon, à ce jour, c'est un pays conservateur où les femmes sont rétrogrades plus que la Tunisie. Pourquoi le Japon est le numéro 1? Numéro 1 dans la technique. C'est un héros في stylo, il y a un petit casse là, quand la chaudière, hein? Le discours de la chaudière, on ne peut pas trouver quelqu'un au palais pour réparer la chaudière. Et il est possible que si l'islam, ou les musulmans, je veux dire, si un pays musulman devient performant au niveau technique, ce pays-là sera le modèle pour ce qui est musulman et moderne. Mais tant que les gens pensent que ça se joue au niveau des versets coraniques, est-ce que ce hadith est véritable, est authentique, ou bien il est apocryphe? Bon. Une fois, j'avais invité un Suédois, avec lequel j'avais écrit un livre en anglais, qui était protestant d'une rigueur morale. Au bout de quelques temps, il m'a dit, monsieur Révissi, on parle, en anglais, il m'a dit, on ne parle que de religion ici, c'est trop, du matin au soir. C'était au temps de Ben Ali, hein. Je ne sais pas si tu vois. Oui, le jeune homme. On ne va pas priver le jeune homme de la question et on va clôturer avec... Merci. Merci beaucoup, c'est très stimulant, très passionné. Voilà, au début j'avais aussi 2 questions, mais en fait vous avez déjà répondu à une. C'était sur cette tendance de dire... Voilà, de dire non, c'est pas l'islam, par exemple Daesh, c'est pas l'islam. En même temps, ce sont les gens qui disent ça, c'est l'islam. Et là aussi, ils le disent par exemple parce que vous avez fait ce truc-là avec la sacralisation de la tradition et ils ont des musulmans
que j'ai rencontrés qui ont dit, voilà, c'est la tradition et c'est pas vraiment l'islam qui fait éclairir et nettoyer de tout ça. Et puis on a un islam pur qui est le vrai islam. Vous avez déjà répondu que vous pensez que voilà, l'islam c'est une manière de vivre et c'est plutôt comme un tapis et qu'il faut de la tolérance, il faut de la diversité. Mais quand même, ça c'est déjà un cadre moral qui est un peu intolérant. Et c'est nécessaire, bien sûr, parce que c'est difficile de tolérer les gens intolérants, parce que voilà, on ne peut pas survivre par ça. Mais quand même, si on dit, ok, c'est un tapis, il y a une diversité quand même, il faut cet encadrement tolérant, moral, et pour cela, je le trouve difficile de trouver une autorité. Vous voyez, parce qu'il faut un argument. Il faut un argument. Et je vois, si on est dans un discours religieux, que c'est un livre, alors par exemple le Coran, qu'il faut faire référence au livre et dire, ok, c'est pourquoi c'est la juste chose à faire. Et on est déjà, de nouveau, dans un discours de nettoyer et de dire, ah c'est faux et ça c'est pas, et on fait encore la même chose. Et là, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu un dilemme pour moi. Je voulais dire que le rapport au texte est un des rapports des rapports multiples qu'on a par rapport à l'islam lui-même. C'est une des manières de procéder, n'est-ce pas? Tu continues la réponse ou... C'est ce que j'ai pu comprendre. Vous parlez que de la question, c'est le rapport au texte, n'est-ce pas? Si la base de la tolérance soit dans le texte. Il y a un dilemme. On ne peut pas dire il faut être tolérant. Sa question est autre. Hein? Est-ce que je peux l'exprimer? Bien sûr. Si j'ai compris. Il dit que le fait de dire ce que doivent être les choses, ce n'est pas de la tolérance. Parce qu'il y a une autorité. C'est-à-dire, quand tu dis qu'il faut du pluralisme moral et tout ça, lui, il dit, ça c'est aussi une manière d'exclure. Et que ça doit être ouvert. C'est la même manière que de dire, il y a un texte. Tu vois? Vous connaissez le paradoxe de Mêlée? De qui? Le paradoxe de Mêlée. On appelle ça Mestlé, c'est écrit Mestlé. Il n'y a pas un point hors du monde duquel on parle du monde. Donc c'est ça la réponse que je vous fais. Vous ne pouvez pas dire, si moi je dis qu'il faut être tolérant, c'est que je suis dans une posture anti-tolérance contre la tolérance, que c'est une position elle-même intolérante. Donc il n'y a pas de point lieu hors du monde duquel on parle du monde. C'est une belle clôture de la séance, merci beaucoup. Attendez, oui. Avant de terminer, ce livre a eu le soutien pour son édition de la Friedrich Ebert Stiftung, représenté en la personne de Youssef qui est là, que je dois remercier, parce qu'il a été toujours disponible pour moi et pour l'édition en Tunisie, et qui fait de très bonnes choses. Merci à vous tous. Bon, tu nous fais des